une question de style ou une question de conformité à l'image. Ce sont des décisions très très graves que l'on est amené à partager, à concerter. On peut donc penser à ce moment-là qu'il y a lenteur. On peut penser qu'il y a une volonté émoussée. Non. Je suis toujours le même. Le même. Est-ce que tout le monde attend, vous avez décrété l'année 2014 par exemple, l'année de la lutte contre la corruption. On attend toujours de voir les vrais résultats que cela a produit, notamment avec des procès que la population saura et peut-être, entre guillemets, des personnes qui vont payer. On n'a pas encore vu. Je souffle. Le temps de la justice est le temps de la justice. Moi, j'ai une règle absolue. Dès l'instant où j'ai déféré un cas à la justice, je n'interviens jamais dans le cours de la justice. Je n'appelle jamais le procureur général, il peut en témoigner, ni quelque procureur que ce soit. Mais, Monsieur le Président, en tant que premier magistrat, souvent vous pouvez accélérer le processus. Si par exemple, lorsque le porte-parole du gouvernement, à un moment, a annoncé d'éventuelles poursuites contre, respectivement, l'ancien président Amadou Toumani Touré pour haute trahison et le journal Le Monde pour diffamation, aujourd'hui on a l'impression que c'est arrêté. Les Maliens veulent savoir où est-ce qu'on est. Ouais. Ne comptez pas sur moi pour aller dans ce sens-là. Vous êtes le premier magistrat. Oui, et j'assume. Je préside le Conseil de la magistrature. Et je suis dans mes fonctions pleinement et totalement. Personne n'a su ma place. Mais je ne parle pas d'une affaire pendante. C'est une règle absolue. Absolue. Et je n'en démordrai pas, je m'en tiens à cela. J'ai, pour la part qui me concerne dans ce que vous venez de dire, des conseils et qui font leur boulot. Je m'en tiens à ça. Maintenant, je voudrais dire qu'il n'y a pas de mise en sommeil. Hein. Je pense que jamais ils n'ont été aussi envahis par les dossiers. Les magistrats. Absolument. Tout ce que nous avons trouvé pendant ici, tout ce qui a été englangé sous nous et qui demandait à être transféré et déféré, l'a été. Tout. À partir de ce moment-là, il appartient à la machine, à l'appareil judiciaire, de faire son travail. Mais vous veillez à ce que la séparation de pouvoir ne vous porte pas tort aussi, parce qu'il ne faut pas qu'ils les mettent de côté et que vous, politiquement, vous affaiblissez. Je ne vous ferai pas de confidence sur mes entretiens avec tel ou tel, qui est mon niveau de responsabilité, et le chef du gouvernement est présent ici sur cette plateau d'ailleurs, il le sait, et il a la vocation à transmettre à qui de droit ce que je pense à ce niveau-là. Et je crois qu'il y a beaucoup d'impatience, mais laissons le temps à la justice. Ça aussi, le droit, rien que le droit. Pas d'acharnement, pas d'impatience. Pas parce qu'on veut que tel vienne immédiatement à la barre pour l'écouter et à la manière des faits divers intéressants et retentissants. Non, le temps de la justice est le temps de la sérénité. Mais Monsieur le Président, pour le Malien lambda, ce n'est pas la justice qui a décrété 2014 année de la lutte contre la corruption. C'est le président Ibeka et on est à 3 mois de l'échéance. On est dans cette lutte-là. Vous savez, il faut des symboles forts dans un pays. Et ça, vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir. C'est malicieux ce que vous faites là. Quand on décrète une année avec tel thème, c'est pour que dans le courant de cette année-là, l'accent soit davantage mis sur cet aspect-là qu'en d'autres temps et d'autres lieux. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas en 2014 que tous les problèmes de corruption du Mali vont se trouver résolvés et résolus. Sûrement pas. C'est symbolique. Je crois que vous l'aviez compris. Avec quelques cas emblématiques qui pourront donner de la teneur. Et tout à fait. Et tout à fait. Ça veut dire que les cas avérés de corruption qui peuvent être leçons n'ont jamais été mis sous le boisseau. Là encore, je dis une fois, les services de contrôle et les services de vigilance, souvent et avec célérité, avec compétence, avec pertinence, ont fait leur travail. Ce travail-là suit son chemin. Et vous allez souffrir que les procédures en ce domaine-là soient scrupuleusement suivies. On nous fait tellement de reproches déjà d'être hors procédure et d'être hors les rails que là, au moins, faisons attention d'être dans les rails. Il s'agit uniquement de cela. Il ne s'agit pas d'endormir les gens par des slogans creux.
C'est pas un slogan creux. Sans qu'il vous désarme aussi par juste la procédure qu'il faut suivre, qui ne terminera jamais. Nous sommes vigilants par rapport à cela. Je pense qu'il ne s'agit pas de cela. Ce sont des cas extrêmement délicats. Il y a un engorgement également aussi des tribunaux. Il y a un problème de personnel. Je pense que c'est tout cela qui peut justifier aujourd'hui que ce que vous souhaitez n'est pas encore effectivement démarré, qu'il n'y ait pas eu encore à l'affiche tel procès annoncé, mais il n'y a aucune volonté de surseoir, de différer ou d'être dans le dilatoire. Seulement pas. D'accord. Monsieur le Président, on est dans les questions de gouvernance et d'institutions. Certains Maliens pensent que jamais dans l'histoire du Mali, la famille, votre famille n'a été aussi présente dans les instances de prise de décision. Certains sont même allés à transformer votre slogan de campagne, le Mali d'abord, en la famille d'abord. Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur le Président? Ça ne me gêne pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est vérité peut vous atteindre et vous blesser. Quand on me sait le combat de ma vie, la démocratie, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, je ne peux que m'insurger avec force et indignation contre une telle allégation par rapport à une famille qui, tout mon temps durant, toute ma vie durant, a essayé de cultiver la discrétion et au point de raser même les murs. Mais trop, c'est trop. Quand on parle de famille, de quoi s'agit-il? De mon fils Karim, qui a été candidat à une députation. Depuis quand il est dit dans une république que si vous êtes chef de l'État, votre parent, dût-il être votre fils, ne peut pas être candidat à une élection? Je ne le sache pas. Si cela était, j'aurais contrevenu et je serais en peine par rapport à cela. Et au reste également, chacun, le Malien de la rue sait que je n'étais pas d'accord avec sa décision, mais c'est un homme adulte, père de famille, militant politique. Et dès l'instant où sa base, et elle l'a confirmé, estime qu'il doit concourir pour cela, il l'a fait. Et je ne pense pas qu'il ait gagné parce que son père, parce que le chef d'État a imposé que 60% des gens de la commune 2 votent pour lui. Sachons ramener les choses à leur niveau. On a essayé des comparaisons faciles. Il s'en est défendu d'ailleurs. Alors, une chose me vient à l'esprit. Le procès de Louis XV. Louis XV. Capet, Saint-Just a dit, Capet est criminel d'être né prince. Et je vais vous dire, pour tout le reste, Fadez et compagnie, l'Assemblée nationale dit voilà, il a fait ça parce que le beau-père de son fils va aller là-bas. Et en cas de quoi? En cas de mort d'Ibeka, donc celui-là va prendre le relais. Je suis machiavélique au point de penser à ma propre mort déjà, ou à mon propre effacement politique. Quand même, je pense qu'ils seront un peu plus raisonnables. Dans ce pays, de gens sages, Ampateba a été de ce pays-là, ce peuple-là. Allons vers la raison. Allons vers ce qui est honnête, ce qui est juste, ce qui est vérifiable, ce qui est avéré. Donc ce sont des constats physiques. Ce sont des constats physiques qui ne veulent pas dire que c'est vous qui les poussez à être à ces places-là. Mais je comprends que, vous savez, Senghor avait dit une chose à laquelle je vais bien finir par me résoudre. Il n'est rien que la politique politicienne ne travestisse. Il n'est rien qu'elle ne puisse travestir. Vous pouvez être l'homme le plus honnête, le plus intègre de la terre. Selon celui qui parle, vous serez considéré comme le pire des brigands. Seul à ce niveau-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité des hommes. Monsieur le Président, on a parlé de procès tout de suite. Vous n'avez pas évoqué de Louis XV, le procès de Louis XV, comme on parle de procès. Le procès du général Aya Sanogo et autres. Jusqu'à présent, on l'attend. Ça fait partie de ce que vous avez dit. Toutes les situations pendantes, je n'en parle pas parce que le peuple ne comprend pas. Ils disent, vous avez dit, ils ne feront plus peur
Cathy ne fera plus peur à Bamako, ça s'est avéré, ils ont été mis sous les verrous, mais on attend que l'affaire soit totalement dégonflée, qu'on sache qu'est-ce qu'il en est arrivé. Youssouf, vous êtes très habile. Dès l'instant où le champ politique n'est pas concerné, c'est le champ juridique. Aujourd'hui, ceux-là dont vous avez parlé sont sous le coup d'accusations gravissimes de crimes, d'assassinats. La justice est en train d'en connaître. Nul obstacle ne sera mis sur le chemin de la justice. Aucune malice. Je mets au défi quiconque. Je sais, on a dit des choses. Il y aurait un serment sur le Coran entre tel et moi, mais jamais de la vie. Et pour quel motif? Ibeka était en perdition au point d'aller se réfugier auprès de tel ou tel parce qu'il porte l'uniforme pour demander sa protection aux concours. Le contraire est possible. Un homme d'État reconnu, responsable, estimé, peut séduire, peut attirer. Ne je vois pas un homme, en tout cas moi, Ibrahim Boubacar Keïta, allant me réfugier sous l'uniforme de tel ou tel, au point de vouloir signer. Cet argument d'ailleurs, aujourd'hui, les faits ont largement parlé à mener nom, lieu et place. Ce qui devait être fait l'a été quand l'état de droit a été défié. Je ne reviens pas sur ça. C'est dérisoire. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser mourir de leur belle mort. Mais quand on insinue des choses ignominieuses, on n'a pas le choix que de dire aucune entrave n'est mise et ne sera mise pour que ces affaires se poursuivent selon le droit et selon le vouloir de la seule justice et des magistrats. Aucune entrave. Là, vous nous rassurez, parce que le procès ira jusqu'au bout. Ah, vous avez bien d'être rassuré. C'est que vraiment... Alors là, rassuré, je parle à la place de ceux qui parlent. La rumeur est dangereuse, donc elle a eu raison de vous alors. Ah oui, parce que souvent la vérité qui est pied dans la rumeur. Donc vous nous rassurez là, mais je dis, est-ce que vous avez fait un travail parallèle aussi, parallèlement à cette affaire-là, pour faire en sorte que ce qu'on a appelé hier les frères ennemis, les bérets rouges, les bérets verts, que vous arrivez à les mettre ensemble pour la cohésion de notre armée? Aujourd'hui, il n'y a qu'une armée malienne. Et le chef d'état-major général des forces armées maliennes est Béret Rouge, le colonel Touré, d'origine. Mais aujourd'hui, je le dis, par les efforts conjugués, et ça depuis la transition, depuis les efforts de mon aîné Yongunda, et jusqu'à nous, nous faisons en sorte que les frères d'armes se retrouvent et comprennent qu'il n'y a qu'une armée malienne, qu'il ne saurait y avoir qu'une seule armée malienne, à la reconstruction de laquelle tous les efforts doivent converger. Et rien d'autre n'a d'importance ni de valeur pour nous. On va passer à l'autre question qui est quand même une question cruciale, Monsieur le Président. Après la question du Nord, la question sociale, le quotidien des Maliens font partie des thèmes majeurs qui ont valu d'ailleurs votre élection brillante à la magistrature suprême. Les Maliens, quand bien même le pays traversait une crise majeure, attendez que vous améliorez leur quotidien. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement qu'on peut mesurer pour améliorer le quotidien des Maliens? Vous savez, là comme ailleurs, on a dit beaucoup de choses, de vraisemblables et l'invraisemblable. Ça a été tel que c'est venu jusqu'à moi, au point que le chef de gouvernement et les ministres sont là. En conseil, j'ai dit, mais vous savez, quand je demande la situation du panier de la ménagère, on me rassure sur les prix courants, mais pourtant les gens se plaignent. Mais la vérification faite, notamment juste à la veille du Ramadan, les prix de tous les produits de consommation courante étaient en net deçà de ce qu'ils étaient l'année dernière. C'est quoi ça? Je pense donc qu'il y a des problèmes de communication. Et pourtant, là quand même, il faut le dire, j'ai vérifié aussi, à l'ORTM, il y avait un effort de communication hebdomadaire des prix à ce niveau-là. Des prix de première nécessité. Il y avait ça. Donc, cela est constant, patent et avéré. Nous n'avons pas eu le nez uniquement dans la question sécuritaire, mais le quotidien des gens.
les problèmes de développement, les problèmes de niveau de vie, de revenus. La grille salariale, il y a quand même 4 milliards qui ont été injectés. Et je pense également que nous avons un souci, et je ne présage pas déjà de ce que les entretiens entre les centrales et le gouvernement vont donner, mais le souci de prendre en charge les préoccupations majeures du monde du travail dans ce pays et de l'ensemble des populations est constant et prégnant dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous sommes venus pour cela. Nous avons des contraintes de gestion, nous avons des contraintes par rapport à des engagements internationaux. Je crois qu'on y reviendra d'ailleurs. Mais par rapport à cela aussi, il faut savoir qu'un effort fabuleux a été fait par nous de 112 milliards de subventions pour alléger la charge d'énergie, l'EDM. Et dans d'autres domaines similaires, tout ce qui peut être fait pour alléger, soulager les populations, nous tâchons de le faire. Dans un contexte difficile. Très très difficile et d'incompréhension des partenaires. La question de l'énergie, le FMI revient ici, sera encore au centre des problèmes que nous aurons avec nos partenaires, qui ne comprennent pas ça, que nous tenions à bout de bras, l'EDM en subventionnant pour que la charge au niveau du Malien en soit légère. Donc c'est un faux procès qu'on nous fait là. Que le Front social est aussi stable, comme vous le décrivez, puisque malgré tout... Je n'ai pas dit qu'il était stable. Hein. Ouais. J'ai dit que nous faisons en sorte qu'il le soit. D'accord. Par des actions concrètes, vérifiables. Ouais. Sinon, ça n'a pas empêché l'Union nationale des travailleurs du Mali d'aller en grève. Je constate qu'en démocratie, la grève est un droit. Juste voulu qu'il en fût autrement. Je crois que c'est un droit, mais un droit qui est presque ultime. Donc, avant d'arriver à cette étape-là, il y a quand même beaucoup d'étapes intermédiaires de conciliation, de rapprochement des points de vue. Je crois que les choses, là, la commission de conciliation est témoin d'un effort fabuleux a été fait de rapprochement des points de vue. Mais c'est pas grave. Les travailleurs ont cru devoir, l'UNTM a cru devoir aller en grève. Cela n'est pas un motif de guerre. C'est son droit. Et ça ne nous a pas empêché de nous retrouver. Et moi, je les ai reçus quelques jours après. Ce n'était pas pour leur parler de la grève. Il a fallu qu'ils aillent en grève, Monsieur le Président, pour qu'ils soient reçus à Koulouba. Est-ce que pour être reçu à Koulouba, il faut nécessairement aller en grève? Oh, c'est très grave. Mais penses-tu que je sois un homme que l'on mène à coups de crainte, en l'effrayant? Non. Il y a eu des problèmes de communication avec l'UNTM. Je n'ai pas eu de gêne à m'en excuser. Je n'avais pas, après la mise en place du bureau de l'UNTM, je n'avais pas reçu, je n'avais pas vu la lettre que l'UNTM avait envoyée, de demande d'audience, au fin de se présenter à moi, me féliciter au passage également aussi. Je m'en suis excusé. Il y avait cette erreur de communication. Parce que, parmi les motifs de la grève, il y avait cet élément-là qui confinait au mépris. Les pouvoirs publics n'ont aucun respect pour nous, aucune considération pour nous. Cela m'avait un peu heurté. J'avais dit non, c'est pas possible. J'ai jamais reçu de demande de l'UNTM. Vérification faite. Et document remis par le chef du gouvernement le vendredi, donc qui était le jour de la fin de la grève, m'a apporté une copie de lettre au sortir de l'entretien avec l'UNTM qui m'a convaincu du contraire de ce que je pensais. Et je vous dis, dans ces fonctions-là, l'élément essentiel, et je remercie Allah de m'avoir donné ça, l'humilité. J'ai dit non, il faut que je les reçoive. Tant pis, on dira que je les reçois parce que la grève a eu lieu, je dis je les reçois. Parce qu'effectivement, là, ils avaient raison. En les recevant, n'est-ce pas un désaveu pour le gouvernement? Pas du tout. Pas du tout. Je suis au-dessus de la mêlée. Et dès l'instant où j'ai fait le constat de ce tort vis-à-vis de l'UNTM, il m'appartenait de les recevoir, de leur dire en toute humilité, je me suis excusé, je dis oui, vraiment, vous aviez fait cette demande-là au mois de mars.
On est au mois d'août. Si je ne devais pas réussir, c'est que la faute revient aux miens, à mes services. Et là, je dois faire ce que je veux. Et je fais ce que je dois faire à ce niveau-là. Mais vous n'avez pas à en pâtir. C'était juste une mise en ordre des choses. Et en même temps, trancher définitivement la question de la grève, les suspendus et les signidiés, elle ne reprendra pas. Qu'est-ce que vous l'avez Je n'ai pas connu de ça avec l'UNTM. Je n'ai pas parlé de ça avec l'UNTM. Ce n'est pas mon ressort, ça. C'est le ressort du gouvernement. J'engage simplement le gouvernement à dialoguer et à toujours dialoguer, et à continuer à dialoguer. Qu'est-ce qui est faisable par rapport aux doléances de l'UNTM? On parle d'augmentation sur les 17 points. Je ne suis pas à quand ce même. niveau. Vous devez me situer un peu au-delà. Et vous Je crois que l'UNTM a compris et m'a considéré et respecté, ne m'a pas amené à ça, pas dans la négociation avec l'UNTM. Je ne gère pas ça. Mais je comprends les attentes des travailleurs, je suis très sensible à cela, et je suis syndicaliste. Vous avez évoqué tout de suite la question de l'EDM avec la Banque mondiale. Ça fait partie des points de revendication de l'UNTM. On va augmenter ou pas le tarif de l'électricité et de l'eau? Je crois que là également, le gouvernement sera à pied d'œuvre pour faire en sorte que l'on comprenne nos contraintes à nous, à l'intérieur. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas arithmétique seulement, ce n'est pas par rapport à des grands équilibres décidés ailleurs, mais nous devons tenir compte de notre contexte, de ce que les Maliens ressentent, et également aussi du pouvoir d'achat réel des Maliens par rapport au coût de tel ou tel service public auquel ils ont droit. Donc là-dessus, je pense qu'il y aura sûrement une compréhension entre les partenaires. J'ai déjeuné, j'ai rencontré le président de la Banque mondiale à 2 reprises, un déjeuner et une rencontre formelle. Et je crois que Jim Yong Kim est très sensible à ces problèmes-là. Il vient de Corée. Et je gage donc aussi bien avec lui qu'avec la mission du FMI qui vient, nous pourrons trouver les termes d'un nouveau départ. Inch'Allah. Monsieur le Président, à la grogne de l'UNTM est venue récemment s'ajouter la colère des habitants des communes 2 et 1 qui ont cru bon de déverser leurs ordures sur les voies, sur les principales voies. Est-ce là une faillite de l'État et de ses démembrements dans la gestion, la problématique des ordures? Ça pose la question de l'État, de l'autorité de l'État et du civisme en même temps aussi. De l'État. Et les édiles municipaux doivent comprendre, je l'ai dit déjà à la grande mosquée, doivent comprendre leur mission. Elle n'est pas uniquement de cession foncière. Elle est d'abord avant tout de satisfaction des besoins et aspirations de ceux qui vivent dans les communes qu'ils gèrent. Et parmi ces besoins cruciaux dans une ville comme Bamako, l'enlèvement des ordures que chaque ménage fait quotidiennement. Et dès l'instant où l'on vous interdit la décharge en un lieu, on est tenu, si on est un élu responsable, de vous indiquer un autre, un nouveau, ou le faire. Quand il n'y a rien, il y a un désarroi. Il y a un désarroi. Moi, j'aurais compris que on força plutôt le dépôt, mais pas le déverser dans les rues. La chose est trop grave au plan de la santé publique. C'était informel, en fait. Santé publique. Si, qu'à Dieu ne plaise, nous avions eu droit à une de ces tornades dans le mois d'août coutumier, ça aurait été catastrophique. Pour les populations elles-mêmes. Ça pouvait nous conduire à des cas de choléra. Donc, ça se retourne contre les populations elles-mêmes. Et en ces temps également, où ce monstre se balade autour de nous, pourvu qu'il ne vienne jamais à nous, pour ne pas le nommer, il y avait là un risque que j'aurais hésité à faire prendre à mes concitoyens et à moi-même. Donc, c'est pas cette sorte d'exutoire n'était pas appropriée. C'était un acte de désarroi. Mais vous avez entendu vous-même, Monsieur le Président, depuis le mois de janvier, je crois que vous avez même dit en son temps à votre Premier ministre qui était là, M. Tatamblé, vous avez dit, vous avez la responsabilité de rendre Bamako propre. Est-ce qu'à partir de là, vous avez
pris les choses en main parce qu'il se pose une question de schéma même de gestion des ordures dans la capitale. Youssouf, hier seulement, le Conseil des ministres a autorisé la signature de 2 conventions dont nous verrons les effets d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, avec 2 firmes, une française et une marocaine. Je pense que c'est dire l'acuité pour nous de cette affaire-là, et ce n'est pas un phénomène récent, actuel, ponctuel. Dès notre investiture, avant notre investiture, l'équipe en charge pour nous d'organiser le relais entre les 2 équipes, celle de Diomouda et la mienne, avait eu la charge de cette préoccupation-là et l'a traduite. J'avais presque exigé que, notamment le dépôt qui était visible depuis le toboggan, quand on vient d'Al-Salam, qui était à gauche, le chemin de fer, que cette décharge-là soit liquidée. Et nous n'avons pu le faire, grâce aux efforts de l'environnement et surtout de l'opérateur économique, c'est lui Dantoumé, qui a mis tous ses camions, tout son poids là-dedans pour que cette décharge soit évacuée. C'est dire donc que c'est un souci constant. J'ai toujours peur des conséquences de l'envahissement par les ordures. Nous avons un environnement pas assaini, pas sain du tout. Je dis toujours, moi j'ai le souvenir en tout cas de cette vieille grand-mère qui balayait alentour dans un rayon moins de 5 mètres. Et d'ailleurs, tels étaient tenus les gens en ce temps-là. Sinon, les services d'hygiène publique passaient. Et on appelait ça les amendes. Vous avez droit à une amende si votre environnement proche n'était pas réputé sain et propre. Et des canaries d'eau à la portée des passants étaient renouvelées 2 fois par jour à l'entrée des maisons. Les bonnes pratiques. Voilà. Bamako était une ville coquette, une ville propre. Comment revenir à cela aujourd'hui? Je pense que le gouvernement fera, via ces conventions-là, son devoir régalien de mise en condition de vie digne d'être vécue. C'est son devoir, sa mission. Mais il appartient également à nos parents de comprendre qu'il y a un million de civisme à observer. Et que dès l'instant où on parle de demande publique, on est concerné. Il ne s'agit pas d'un autre monde sur lequel, qui serait digne des ordures et de ce qu'on jette des immondices. C'est votre monde à vous, c'est votre univers, c'est votre environnement. Vous êtes concernés. Donc faites l'effort civique de penser à le maintenir propre. Chacun de nous est interpellé à ce niveau-là. Quand on fait en sorte de recueillir ces fausses d'aisance, qu'on vide ces fausses d'aisance dans la rue, on agresse l'environnement immédiat. Et c'est même, c'est un cas d'ailleurs qui est connaissable de la justice. Donc qu'on fasse attention, que l'environnement soit mieux respecté et que chacun comprenne que le vivre ensemble, en harmonie, en paix, en bonne santé, va de ça, partir de ça. Monsieur le Président, une question éducation que nous avons mise dans le social. Lors des derniers examens, le DF par exemple, on a vu les épreuves sur Internet. Le baccalauréat, les enfants ont composé jusqu'à 22h, 23h. D'aucuns diront que ce n'est pas une surprise au Mali, mais on n'a pas pensé que ça, c'est des situations auxquelles on pouvait assister sous votre présidence, sous la présidence de IBK. Je crois que IBK n'est pas le phénix. Oui, monsieur le Président. IBK n'est pas le phénix. Je vous remercie. Mais ce sentiment-là de confiance me va droit au cœur. Mais IBK n'est pas seul à tout faire. En l'occurrence, et en cette circonstance-là, je me dois de féliciter Madame le ministre de l'Éducation nationale. Chacun dans ce pays l'a vu à l'œuvre, payant sa personne avec une équipe réduite auprès d'elle, autour d'elle, pour démanteler une véritable mafia qui, au long des ans, s'était installée dans le système éducatif malien, qui l'avait perverti, qui l'avait corrompu. Et je crois que
l'amélioration entre les deux examens a été quand même sensible. Reconnaissons-le. C'est un effort qui sera soutenu, qui ne sera pas relâché, et je ne voudrais pas en dire plus. Parce que là aussi, il y a des cas qui sont aujourd'hui devant la justice. Et qui vont être bien traités pour servir de leçon. Inch'Allah. Et pour qu'on sorte du... Inch'Allah. Faisons confiance, vous et moi, aux magistrats maliens. Tant qu'ils nous donneront des résultats. Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous avez parlé d'environnement. On revient juste un peu en arrière, Monsieur le Président. Vous avez parlé de cette grave maladie qui est dans la sous-région aujourd'hui. Dieu merci, en principe, elle n'est pas encore chez nous. Est-ce que vous faites confiance néanmoins, malgré tout, au système qui a été mis en place pour nous préserver de cette grave maladie, l'Ebola? Youssouf, permettez que je dise d'abord ma solidarité avec les pays aujourd'hui victimes de l'Ebola. La Guinée, avec mon frère le président Alpha Condé, Sierra Leone avec mon frère Ernest Baikoroma. Pour la petite histoire, c'est lui qui m'a, dans le concert des chefs d'État, m'appelle Abiki. On se fait toujours rigoler. Il y a un moment que je ne le vois pas, Ernest, et il me manque. Le Libéria, notre sœur aînée, Hélène Johnson Sirleaf, sont des pays aujourd'hui dans la peine. Et le Sénégal de mon jeune frère Macky, qui a eu pourtant tellement d'inquiétude par rapport à cette maladie, et qui n'en a pas été pour autant épargné. À tous ces pays, je dois dire. Nigeria, au delà de Jonathan, évidemment. À tous, je voudrais dire la totale et vive solidarité de notre peuple. Et au-dedans ici, pour l'instant, et j'espère et je conjure Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cela soit pour toujours, nous avons pour l'instant été épargnés. Mais là aussi, je vais disant et répétant qu'il faut que l'effort de vigilance soit continu, que le contrôle aux frontières soit rigoureux, que nul ne puisse s'en soustraire. Que nul ne puisse s'en soustraire. C'est fondamental, c'est primordial. Nos zones aurifères, qui sont des zones de pénétration d'un peu tout le monde, et souvent de populations en provenance de nos pays voisins frères, doivent faire attention de toute la rigueur du département de la santé. Et il en est ainsi aujourd'hui. Il y a un cordon qui est assez rigoureux. Pour autant, avec des moyens qu'il faut, parce que c'est une grave maladie qui demande beaucoup d'investissement pour les médecins, c'est qu'il faut le travail. De ce point de vue, la coopération avec les États-Unis d'Amérique nous est très profitable. Vous savez qu'en matière de recherche épidémiologique, le Mali est à la pointe là. Nous faisons en sorte vraiment, autant que faire se peut, d'être à l'abri. Mais, j'ai dit encore une fois, prions tous. Prions tous pour qu'il en soit effectivement ainsi. Monsieur le Président, vous avez lâché le mot, que nul ne puisse s'en soustraire. C'est important puisque des informations font état d'une ruée vers les pièces d'identité du Mali, puisque certains pays, pour ne pas les nommer, sont privés de pèlerinage en Arabie Saoudite cette année. Ils sont en train de se ruer sur les pièces d'identité du Mali. Qu'est-ce qui doit être dit à ce niveau-là? Est-ce que l'État va sévir au cas où l'information s'avérerait vraie? M. Tangara, ça fait partie de l'ensemble d'éléments d'information en notre possession. Quelquefois d'ordre de rumeur, mais pour autant nous le prenons au sérieux. Et ce qui doit être dit et fait comme ordre conséquent l'a été, pour que là aussi nous puissions parer à certaines dérives. Nous avons évoqué la question seulement hier en Conseil des ministres. Nous avons, il faut le dire, que le Malien entende une difficulté. C'est qu'il y a deux filières. Il y a la filière officielle, la filière gouvernementale malienne, qui passe par la maison du Hajj, où alors là tout est nickel en termes de contrôle, de suivi. Il y a la filière privée. Et
un système a été mis en place pour que là aussi nous puissions exercer notre vigilance. Pour autant, ce n'est pas la même rigueur qu'au niveau de la maison du Hajj. Il faudrait donc que le gouvernement, le gouvernement de réfléchir à la meilleure manière de faire en sorte qu'aucun pèlerin partant du Mali ne soit hors contrôle. Et c'est dire que ça ne nous a pas échappé. Et souvent, entre la rumeur et le fait, la nuance est très faible. Ouais. Et n'ont pas le devoir de négliger la rumeur. La moindre information relative à cette affaire-là nous est sensible. Et nous faisons en sorte de pouvoir parer immédiatement au danger.